Alors bonjour et bienvenue à tous. Donc moi je suis Frédéric Ledan de l'agence Ad-Hoc, ex-CRT Occitanie, et je suis avec Alexandre Cameron Borges ce matin pour vous parler de la visibilité web. Donc vous le savez, on est en mode webinaire, ce qui veut dire que vos caméras et micros sont fermés et vous pouvez participer à tout moment dans le fil de discussion en mettant un commentaire, une question. On essaiera de répondre à pratiquement toutes les questions. Je suis certain qu'il y en aura beaucoup, et d'autant plus qu'en fait, on en a qui sont déjà posés. Si vous connaissez le principe, c'est la même chose que la dernière fois, le 21 mai, on avait fait un atelier sur les campagnes de publicité en ligne, avec des questions posées en amont. Bah là, c'est pareil. On a une cinquantaine de questions qui ont été posées en amont. Alors, on va les regrouper parce qu'il y en a beaucoup qui se recoupent par thématique sur la visibilité web, sur plein de sujets différents, sur le SEO, sur le GEO pour les IA, sur la fiche établissement, sur la création d'un site multilingue, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on va essayer d'aborder d'une manière assez large tous ces sujets-là, mais en approfondissant les questions notamment du SEO pour la visibilité, sans parler de campagne de publicité, la visibilité gratuite sur le web. Donc, alors Alexandre va se présenter lui-même, mais d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet, moi je voudrais vous partager un petit sondage, justement comme je disais, pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre site internet. Donc je lance le sondage. Alors vous voyez, il y a deux questions, il doit s'afficher normalement. Tu le vois Alexandre, il s'affiche? Oui, Ok, parfait. Donc il y a une question, comment gérez-vous votre site web? Alors, je vous laisse le temps de répondre à tout ça, hein. Il y a un choix multiple de réponses. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par une agence, avec votre channel manager ou avec un éditeur de site. Donc, vous voyez, il y a plein de choix possibles. Je vous laisse répondre à cette question-là. Et en dessous, il y a une deuxième question qui ne concerne pas votre site, mais les autres supports de communication web, en particulier la fiche établissement Google et vos pages éventuelles sur Instagram, sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses qui sont arrivées. J'ai 32%, 34% de répondants. Alors je laisse encore quelques secondes parce qu'il y a pas mal de choix, hein, de réponses. Donc je vous laisse le temps de lire toutes les réponses pour répondre. Et puis bah, pendant que vous répondez, du coup Alexandre, tu peux peut-être te présenter. oui. On gagnera du Donc, temps. bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Alexandre Cameron Borges. Je suis freelance dans le domaine des performances en ligne, notamment publicitaires, l'analyse également des performances publicitaires ou non. Et j'ai été longtemps, on va dire, et je le suis toujours d'ailleurs, coach pour Google dans le programme Google Atelier Numérique, ce qui m'amène à conseiller, aider, faire des conférences pour énormément d'entrepreneurs. J'ai eu l'opportunité peut-être de rencontrer certains d'entre vous par le biais de Hero Tourisme, où on a fait des déplacements donc sur plusieurs années pour venir vous faire des conférences sur le digital marketing. Je vous partage, mais vous le repartagerez à la fin, mon LinkedIn pour un peu voir ce que je fais. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu durant le webinaire. C'est dans le fil de discussion. Merci Alexandre. Donc je mets fin au sondage et j'affiche les résultats. Voilà, donc on le voit. Alors vous êtes quand même 13% à être passé par une agence web. Donc vous avez, j'imagine, pas la main sur votre site. Ensuite, 13% aussi à avoir fait un site avec votre channel manager. 69%, on s'y attendait un petit peu, vous avez fait votre site vous-même avec un éditeur et donc vous avez la main pour travailler sur le SEO. Personne a laissé une conciergerie faire son site. Et vous êtes 13% aussi, mais c'est assez équilibré, il y a des 13% partout. Oui, 13% à avoir fait faire votre site par une connaissance, quelqu'un de la famille. Donc ensuite, sur les supports de communication, fiche établissement Google actualisé, bah, c'est pas mal, presque 70%. 38%, vous avez une fiche établissement qui n'est pas actualisée, mais donc du coup, tout le monde a une fiche établissement, ce qui est déjà très bien. Et puis 42% Facebook, 27% Instagram. OK. Et personne sur les autres réseaux, j'aurais cru, pourtant Pinterest, TikTok, mais il n'y a personne, visiblement. OK. Bon, mais c'est bien, ça nous donne une bonne idée. Et surtout, le fait que vous soyez près de 70% à gérer vous-même votre site avec un éditeur. Enfin, même ceux qui sont passés par un channel manager, vous gérez vous-même votre site. Donc, vous êtes très majoritaire à avoir la main pour travailler le SEO. OK, j'arrête le partage. Et donc, on va peut-être commencer par une série de questions. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Histoire de allez.
Avec plaisir, de c'est parti. rentrer voilà, dans le vif du sujet sur votre site internet et sur la partie justement qui concerne la création du site. Vous êtes beaucoup à nous avoir posé des questions sur la création d'un site multilingue. Alors Euh, pour rappel, Frédéric, je vous invite, je vous incite à prendre des notes. En effet, il n'y aura pas vraiment de support de présentation, c'est vraiment très conversationnel. Il y aura quelquefois des démonstrations faites via mon navigateur, mais je vous invite à prendre un maximum de notes et de ne pas faire confiance à votre mémoire. Oui, il n'y a pas de support. Alors, il y aura un replay. Par contre, je viens de vous remettre à l'instant dans le fil de discussion, du coup, le lien vers le site d'Adoc où vous pourrez voir le replay puisque cet atelier est enregistré. Donc, je reviens sur la question de votre site multilingue. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que moi, j'aimerais faire un site en anglais ou peut-être même aussi en allemand ou en catalan. Quel est le meilleur éditeur et comment gérer ça? Donc, il y a le choix de l'éditeur et ensuite, il y a le choix du domaine. Est-ce qu'il faut un seul nom de domaine pour toutes les langues avec des sous-domaines ou est-ce qu'il faut acheter un domaine pour chaque langue et qu'est-ce qui est le mieux pour le SEO notamment? Oui. Donc, sur la partie du SEO, je vais peut-être laisser Alexandre sur le choix de l'éditeur. À moins que tu connaisses parfaitement Squarespace, Weblot et Webnote, si tu veux nous en dire un mot, Alexandre, ou sinon, Alors, non, tu peux non. commencer, Frédéric, après je donnerai mon avis sur la D'accord, d'accord, parce que bah, justement, j'avais fait un petit comparatif de Oui, ces éditeurs-là. Donc, alors effectivement, WordPress est celui qui est le plus utilisé pour les sites, d'une manière générale, et puis en particulier pour les sites multilingues. Et juste derrière, on trouve Squarespace. Donc les deux, ils ont un petit peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que bah, vous pouvez facilement dupliquer votre site français vers un site dans une autre langue d'une manière automatique. Et vous pouvez aussi ne pas faire les traductions vous-même. Sur Squarespace, par exemple, c'est un logiciel qui s'appelle Weglot, qui est propulsé par une IA, qui traduit automatiquement. Alors l'inconvénient de ça, c'est que les traductions ne sont pas toujours parfaites et que vous pouvez avoir manuellement une lecture et une correction de ce qui est fait par Weglot, mais c'est un tout petit peu, c'est une gestion qui est un tout petit peu compliquée parce que l'interface n'est pas très ergonomique. Donc si vous voulez pas vous soucier vous-même des traductions, Weglot par contre c'est parfait. Il faut savoir qu'il y a un coût quand même aussi, hein, c'est un abonnement mensuel. Et puis à l'inverse, je ne peux pas vous citer tous les éditeurs, mais j'en ai repéré un qui est assez adapté, c'est Webnode, qui lui peut très facilement vous permettre de faire, si vous faites la traduction vous-même manuellement, même si vous le faites faire par une IA à l'origine, mais si vous saisissez vous-même manuellement vos traductions, Webnode, lui, est très facile. On passe d'une version à l'autre. Il est également pas cher, mais c'est pas forcément le meilleur éditeur pour le SEO. Il est reconnu pour être un petit peu à la traîne et surtout, il lui manque des fonctionnalités et puis peut-être il a des templates qui sont un peu moins modernes que Squarespace, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était mon avis perso sur le choix de l'éditeur quand on veut faire un site multilingue. ouais. Voilà. Alors moi, les recommandations que je fais la plupart du temps, donc je suis en phase avec Frédéric. WordPress est la plateforme la plus utilisée, la plus populaire. Ce qui m'embête avec WordPress, c'est que ça peut rapidement être contre-intuitif. Si vous gérez vous-même votre site, c'est un peu plus complexe, il faut faire des mises à jour, il faut des extensions. Donc WordPress, c'est très bien. Euh, Ensuite, ce que je recommande pour la majorité des dirigeants, pas forcément dans l'hébergement, ça peut être également Wix qui existe. Alors, je vous mets le nom de Wix. WordPress, je pense que vous connaissez WordPress. Donc Wix qui est, à mon sens, la plateforme de création de sites la plus intuitive sur le marché actuellement pour monsieur tout le monde et pour chaque dirigeant. Au sein de ces plateformes, donc de ces CMS, vous pourrez ensuite y brancher, y connecter des outils de réservation. Soit via des channel managers, soit des outils directement que vous avez sur ces sites. Donc, ce sont des plateformes que je recommanderais dans votre cas. Et enfin, il y a également donc, ces fameux channel managers. Donc, moi, celui que j'ai en tête d'ailleurs, qui est local, c'est Eloa. Donc, Eloa qui propose, lui, en plus du service de channel manager, la possibilité de créer votre site via Eloa, donc à la place de Wix, à la place de WordPress. Et en fait, tous les outils d'intégration sont directement intégrés au site internet. Donc voilà, moi, ce que je pourrais vous recommander de manière générale, ce serait WordPress et Wix. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez que tout soit intégré, eh bien, j'ai en tête Eloa. Il doit y avoir d'autres concurrents, d'autres confrères.
Mais voici un peu les plateformes que je recommanderais. Ok, alors on fera d'ailleurs dans un prochain atelier un comparatif des channel managers. Donc Eloa effectivement est très utilisé. Alors, bon, tous les channel managers ou presque en fait proposent en option la création d'un site. Donc on trouve Amenities, Smoogoo, etc. Mais attention, si vous faites votre site avec votre channel manager, le jour où vous changez de channel manager, eh ben, vous perdez votre site. Il faut le refaire aussi. C'est le seul inconvénient, parce que sinon, après, il n'y a que des avantages à faire son site avec les channel managers. Ils ont des templates qui sont assez modernes et surtout, ils sont très orientés sur la réservation. Donc forcément, le Ouais. moteur de réservation est complètement intégré. Alors qu'avec notre site fait avec WordPress ou Wix, bah, vous pouvez aussi intégrer via Uniframe votre moteur de réservation qui est fourni par le channel manager, mais ce n'est pas complètement intégré et parfois c'est même un lien externe. Il y a une question, je vois ici, c'est Sabine. J'ai fait cette traduction automatique, mais j'ai un widget de réservation en français et un autre en anglais. D'accord. Ouais. Sur la partie traduit, je ne peux pas changer le widget. Comment faire? Alors, en effet, ça c'est le souci quand c'est des traductions automatiques, c'est que ça ne change pas les codes ou les pages, les accès. Ça ne change que, on va dire, la cosmétique, l'esthétique en surface, les mots et le texte. Dans votre cas précis, si je comprends bien, vous avez deux systèmes de réservation, un en français et un en anglais. En fait, le problème, c'est que sur votre page que vous allez traduire, eh bien, il n'y a qu'un seul code, soit le widget en français, soit le widget en anglais. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'outil de traduction qui permette également de changer le code. Donc là, à vrai dire, je vous recommanderais d'avoir une seconde page. Mais là, le problème restera le même, c'est que si une personne arrive sur votre site qui met le site en anglais, eh bien, vous ne pourrez pas changer les redirections et les boutons. Donc là, c'est une des limites. Le plus simple, ce serait d'avoir un seul widget qui peut être traduit. Sabine. Alors, sur la partie des sites multilingues, il y avait aussi des questions concernant le choix, enfin le nom de domaine. Euh, Oui, alors, par exemple, si votre site s'appelle Gîtes les Musards, est-ce qu'il faut gîteslesmusards.fr? Est-ce qu'il faut un autre domaine, gîteslesmusards.de pour l'Allemagne ou .co.uk pour la Grande-Bretagne? Ou est-ce qu'il faut simplement garder gîteslesmusards.com, par exemple, et puis slash une extension pour chaque langue? oui. C'est par rapport au SEO, en fait. Eh Qu'est-ce oui, qui est bien. le mieux? Bah, c'est une très bonne question. Alors, la réponse simple que je vous donne, c'est aller au plus simple pour commencer. Aller au plus rapide, parce que vous doutez bien que plusieurs noms de domaine, c'est plus de temps, plus de gestion, plus de complexité. Maintenant, la réalité, on va dire technique, c'est qu'il est indéniable qu'un nom de domaine avec une extension du pays est mieux référencé dans le pays. Donc, je prends un exemple, adoc.fr sera mieux référencé en France que adoc.be, Belgique. Par contre, adoc.be eh bien, sera mieux référencé en Belgique que adoc.fr. Alors, d'un site à l'autre, enfin, d'un pays à l'autre, l'impact sera beaucoup plus important. Alors, bien évidemment, il y a le .com, qui lui est un peu international. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment pousser le SEO à son extrême, eh bien, dans l'idéal, vous avez une extension par pays. Un juste milieu qui peut également aider, c'est non pas d'avoir une extension par pays. Alors là, je vais peut-être partager mon écran pour que ce soit plus clair. Doc, prends un document. Euh, hop là. Donc, dans le meilleur des mondes, si vous avez du temps illimité et que vous êtes accompagné, vous avez en effet une extension par pays, c'est-à-dire votre site .fr, .us, .be, etc. Donc ça, c'est le, on va dire, SEO maximum, si je puis dire. Si vous voulez travailler votre SEO de manière intermédiaire, SEO, on va dire intermédiaire, une solution, ce serait d'avoir un sous-domaine par pays. C'est-à-dire, alors je vais vous montrer un exemple, je vais mettre Alex, donc le nom de domaine est Alex. Eh bien, ce serait d'avoir un seul nom de domaine en .com, mais d'avoir des sous-noms de domaine, par exemple fr.alex.com, ou ça peut être us
.alex.com. Donc ça permettra à la fois à vous et aux moteurs de recherche de distinguer les activités par géographie. Et ça permettra à vous d'avoir différentes pages, différents parcours, différentes langues, eh bien, par sous-domaine, tout en gérant qu'un seul nom de domaine et en travaillant le référencement d'un seul nom de domaine. Et enfin, la méthode que, honnêtement, je vous recommande pour commencer, hop, alors je viens de juste clarifier tout ça, eh bien, c'est d'avoir un seul nom de domaine. Un nom de domaine. Et là, l'idée, c'est d'avoir le .com, c'est la valeur sûre. Voilà un peu ce que je peux vous recommander. En fonction de votre niveau, de votre temps, commencez par le SEO simple. Vous travaillez tous les aspects déjà du SEO. Et ensuite, petit à petit, peut-être passer en SEO intermédiaire. Ou si vous avez la volonté, eh bien directement passer sur du SEO, on va dire, le plus optimisé avec des noms de domaine. Ok. Alors, parmi les questions reçues, c'est un témoignage d'une personne qui a vu son site bloqué quand on veut s'y connecter depuis une entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visiteurs qui passent du temps, même pendant leurs heures de travail, hein, à choisir leur prochaine destination de vacances. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes internes qui Oui, font que les sites, même sécurisés, sont bloqués s'il oui. n'y a pas une audience très forte, etc. Et donc le témoignage là que j'ai dans les questions reçues, la personne, son site français, il fonctionne très bien. Par contre, elle a un site en anglais. Et les personnes qui veulent se connecter à son site anglais, quand c'est depuis chez elles, ça passe, mais quand c'est depuis leur lieu de travail, ça passe pas. Donc, elle ne sait pas comment Mmh. remédier à ça. Et elle se demande si finalement, elle n'aurait pas mieux fait de garder que le site français avec un sous-domaine, avec une extension, plutôt que de vouloir faire un domaine en anglais, ce qu'elle avait fait. Mmh. Donc là, c'est le domaine anglais qui est bloqué. Oui, alors je reprends l'exemple du Gîte Les Musards, par exemple. Elle avait Ouais. Gîte Les Musards Retreat.com, ça c'était son nom de domaine anglais. Et puis Gîte Les Musards à la campagne.com, c'était son nom de domaine en français. Donc deux noms différents. D'accord, Le ok. retreat.com, ça marche pas tout le temps, on va dire. Ok, alors je comprends. Alors, je vais quand même repartager pour que tout le monde puisse se situer. Donc là, dans ce cas de figure, c'est pas une extension de domaine qui a été choisie. Euh, c'est un nom de domaine totalement différent. Donc là, ce serait par exemple alex-france.com et ce serait alex-belgique.com. Donc voilà la stratégie qui a été mise en place par cette personne. Euh, là, je n'aurais pas vraiment de solution. Ça peut dépendre d'énormément de choses. Ça peut dépendre du CMS, des différentes. Euh, donc le HTTPS, ça c'est évident qu'il faut avoir un lien sécurisé. Euh, mais quelquefois, on peut être mis sur liste noire par différents outils antivirus ou autres pour plusieurs raisons. Donc là, il faudrait un peu analyser à quoi ressemble le site, qu'est-ce qu'il charge, est-ce qu'il a des outils de suivi, est-ce qu'il n'a pas trop de liens. Donc il y a énormément de possibles. Mais ce que je recommanderais moi, donc c'est d'utiliser un CMS connu, avoir à tout prix la sécurisation des liens HTTPS, de vérifier son nom de domaine. Et après, il y a d'autres éléments à analyser, mais là, difficile à dire comme ça. Alors, j'en profite, Frédéric, il y avait une question de Eric. Je pense que tu y répondras beaucoup mieux que moi. C'était la question, qu'est-ce qu'un channel manager? D'accord. Alors, oui, mais du coup, je mettrai peut-être le lien aussi vers le site du CRT où on a un tuto justement qui explique le Channel Manager. En fait, c'est un outil un peu comme un couteau suisse, un Channel Manager. C'est un outil qui regroupe plusieurs fonctions. Il y a la fonction qu'on appelle le PMS. C'est une espèce de boîte dans laquelle on met toutes les données de votre établissement, les tarifs, les disponibilités, les équipements, les photos, etc. Et puis ensuite, il y a le Channel Manager en lui-même qui va exporter et synchroniser certaines données vers les OTA. Donc les OTA, c'est qui? C'est Booking, c'est Airbnb, Abritel, etc.
Donc vos données, alors ça peut être seulement les disponibilités, ça peut être les disponibilités et les tarifs, etc., vont être exportés pour être synchronisés en temps réel. Donc si vous avez une réservation sur Booking, le calendrier, il est bloqué aussi sur tous les autres. Donc ça peut être une connexion, ce qu'on appelle le XML, c'est une connexion instantanée où dès qu'il y a une réservation, elle est bloquée ailleurs, ou ça peut être tout simplement un lien iCal qui est fourni par votre channel manager que vous importez ou que vous exportez plutôt sur chaque OTA où vous avez un compte. Et là, en quelques minutes ou quelques heures, votre calendrier il se met à jour également. Et le channel manager a bien d'autres fonctions. Il y a aussi la possibilité de faire de la gestion comptable, d'éditer des factures, de gérer des fichiers clients, de gérer des plannings de ménage. Il peut aussi donc vous permettre de créer votre site. Ils ont une fonction qui permet de créer le site. Et puis il a aussi une fonction qui est très importante, c'est qu'il vous édite un moteur de réservation que vous pouvez donc importer via une iframe sur votre propre site. Si vous n'avez pas fait votre site avec ce channel manager, vous mettez un lien vers la page de réservation ou vous mettez une iframe dans votre site avec le moteur de réservation et donc, toutes vos disponibilités, bien sûr, seront à jour dans votre moteur de réservation au même titre qu'elles sont à jour sur chaque OTA, puisque tout est synchronisé. Voilà, c'est ça un channel manager. Et donc, c'est un outil auquel on s'abonne. En général, on paye un abonnement mensuel. Donc, on parlait tout à l'heure de Eloa, d'Amenities, il y a Evivo, il y a Smobu, il y a Reservit, il y en a des dizaines, hein, je ne peux pas tous les citer. Mais c'est un outil assez indispensable si vous êtes référencé sur plusieurs OTA, parce que si vous n'utilisez pas cet outil-là, vous avez un risque majeur d'avoir un jour une double réservation et de devoir faire des annulations, et c'est compliqué à gérer. Il y avait d'autres questions dans le fil de discussion. Euh, Je suis passé de WordPress à Joomla. Comment puis-je améliorer la visibilité de mon site grâce au SEO? Eh bien, on va y venir. On va parler de balises SEO. Je pense que ça fait partie des questions. Donc, on va y venir. Et ensuite, il y a une question de Sabine. Comment passer de simple à intermédiaire? Donc, je pense que Sabine parle du SEO, donc passer d'un nom de domaine à des sous-domaines par pays. Eh bien, c'est très simple. En fait, c'est gratuit. C'est que vous pouvez avoir autant de sous-domaines que vous le souhaitez. Il suffit juste de les créer via votre hébergeur. Donc, ça peut être One and One, Yonos, Hostinger, peu importe. Et là, ce que vous allez juste devoir faire, c'est en fait créer de nouvelles pages dans ce sous-domaine en disant, eh bien, quand quelqu'un clique là-dessus, ça renvoie vers cette page qui est be.alex.com. Quand vous partagerez également des liens, si vous faites des campagnes adressées aux clients belges, eh bien, vous renverrez vers ce sous-domaine. Donc, ça ne demande pas un surcoût. Il faut juste en fait se dire qu'on passe une logique d'un seul domaine à des sous-domaines, donc des liens différents. Quel élément un site web doit-il comporter pour augmenter les réservations directes sans dépendre de plateformes externes? Alors, donc les plateformes externes, vous ne devez vous en soucier qu'auprès des personnes qui ne connaissent pas votre site. Les personnes qui vont faire des recherches chambre d'hôtes, Montpellier, hôtel, Kyoto, peu importe, eh bien, elles iront sur les marketplaces via les plateformes. Et c'est là qu'elles trouveront vos résultats, mais aussi des résultats de vos concurrents. Si les personnes arrivent directement sur votre site, eh bien, il y a de fortes chances qu'elles réservent via votre site. Maintenant, pour augmenter les réservations en direct, eh bien là, ce sera votre référencement, le référencement de votre site sur Google, et également via votre fiche Google. Et là, on va y venir dans quelques instants. Oui, il y aura un replay, Sylvie. il y aura un replay et je vais vous remettre le lien dans le fil de discussion d'ailleurs tout de suite. Voilà. Euh, une question aussi qui est souvent revenue, c'est, voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps. Quelles sont les priorités pour être visible sur Internet, sachant que j'ai pas le temps pour aller animer des pages sur des réseaux sociaux, j'ai pas le temps de travailler tous les jours le SEO sur mon site. S'il y a 1 heure par semaine à consacrer, qu'est-ce que je dois faire en priorité pour être visible? Oui. Euh, Déjà, la première chose à faire, c'est d'être sur toutes ces plateformes, ces OTA, ces marketplaces. Alors, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vous dis, mais là, c'est vraiment une pensée orientée chiffre d'affaires. Ces plateformes brassent tellement de trafic, ce sont un peu des Champs-Élysées virtuels, que vous allez forcément avoir des clients par le biais de ces plateformes. Donc, vous allez avoir du chiffre d'affaires. Donc, la première chose à faire serait d'aller sur un maximum de plateformes. C'est autant de portes de rentrée qu'il y a de plateformes. Maintenant, je nuance dans le sens où, en plus de ces plateformes, vous voulez également penser à vos marges et à votre indépendance. Parce qu'elles sont super, ces plateformes,
mais elles viennent grignoter vos marges et vous voulez également pas entièrement dépendre de ces plateformes. Et donc, c'est en ça où la seconde action que je vous invite, que je vous recommande de faire, eh bien, c'est de travailler votre référencement naturel. C'est-à-dire comment vous apparaissez sur Google lorsqu'un internaute recherche vos produits, vos services. Et là, ça passera par le référencement de votre site web et le référencement de votre fiche Google, votre fiche d'établissement. Donc, ça sera la deuxième priorité. Et si je devais en donner une troisième, eh bien, ce serait les réseaux sociaux. Et honnêtement, je penche pour plutôt travailler votre publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Parce que, et là, je pense vraiment à votre investissement en temps. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment un travail en long terme si vous voulez faire de l'organique. Vous allez avoir 10 abonnés, 100 abonnés, peut-être 500 abonnés, mais ça demande énormément de temps. Et c'est pour ça que ma troisième priorité serait peut-être de tester un petit budget publicitaire sur les réseaux sociaux pour faire découvrir, faire connaître ce que vous proposez. Pour que les personnes aient envie, découvrent et se disent « Ah ben pourquoi pas ». Donc voilà en 3 temps, les OTA, Marketplace, Booking, Airbnb, etc., Gîtes de France. En second temps, le référencement naturel pour votre site et votre fiche. Et en troisième temps, la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, Alexandre, on a abordé la question de la fiche établissement. Et on a vu Oui, dans le sondage tout à l'heure que tout le monde en a une, mais les 2 tiers des personnes ils vont au moins une fois par an l'actualiser. oui. En priorité, quelles sont tes recommandations pour qu'elle soit efficace, cette fiche établissement, si on a peu de temps à y consacrer toujours? Allez. Alors, la fiche d'établissement, et ça vaut. Alors, les conseils que je vais vous donner valent également pour le site web. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le référencement naturel, c'est quoi? Donc, le référencement naturel, c'est être dans les premiers résultats, c'est ce que vous cherchez à faire. Mais pour être dans les premiers résultats, eh bien, Google doit vous faire suffisamment confiance. Il faut montrer patte blanche à Google en disant, eh bien, je suis un résultat pertinent pour ton internaute, un résultat qualitatif pour ton internaute. Donc, une fois que vous avez écrit votre fiche, c'est gratuit, fiche Google, fiche d'établissement, vous allez vouloir apparaître dans ce top 3, des fois top 4, lorsque votre client potentiel, votre prospect, fait une recherche qui vous correspond. Par exemple, Gîte Montpellier. Donc là, vous voyez différents gîtes sur la carte, mais surtout, vous voyez 3 résultats qui sont proposés. Donc là, ça peut être en français, ça peut être en anglais, peu importe. Pour apparaître dans ce top 3, pour être le plus haut possible, eh bien, Google se base sur 3 piliers au sein de la fiche. Ces 3 piliers sont les suivants. Hop, je vais partager ça. Premier pilier, ce sont les fameux mots-clés. Second pilier, alors je vous pose la question, à votre avis, c'est quoi le second pilier, le troisième pilier? Est-ce que vous avez une idée, ceux qui ont déjà travaillé la fiche? Je pense que tout le monde est au clair avec l'aspect mots-clés, même si je vais le repréciser. À votre avis, c'est quoi les 2 autres points du référencement de la fiche, du bon référencement de la fiche? Les photos, les avis clients, en effet, Eric. Les avis clients, c'est indéniable. Plus vous avez d'avis et de bons avis, mieux c'est. Eric, la pertinence du texte, ok. Alors c'est lié, en fait, c'est l'expérience de l'internaute sur votre fiche. Alors là, ça inclut plusieurs choses que je vais préciser. Donc sur la partie mots-clés, qu'est-ce que vous voulez faire? Sur la partie mots-clés, vous voulez à tout prix répéter les mots-clés prioritaires pour vous. Les mots-clés prioritaires, donc les répéter où? Eh bien, je vais vous montrer une fiche. Donc, vous voyez que là, les 3 fiches qui sont en top 3 ont par exemple le mot gîte dans leur titre. Donc ça, c'est bête et méchant. Quand Google est arrivé sur le marché, c'est quelqu'un recherche un mot. Est-ce que ce mot est présent dans votre fiche, dans votre site? Donc ça vaut pour le titre. Ça vaut également pour les descriptions qu'il y a dans la fiche, des services et produits, et tous les éléments qui sont inclus dans la fiche.
Donc, vous voulez, premièrement, lister différents mots-clés, les mots-clés importants pour vous, et les inclure le plus de fois possible dans la fiche. Alors, bien sûr, naturellement. Ça, c'est la première étape, ce sont les mots-clés. D'ailleurs, c'est une bonne pratique également pour le site web. La seconde étape, alors que vous réussissez généralement à faire, c'est d'enrichir la fiche un maximum. Donc, enrichir la fiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir toutes les informations renseignées, complétées, pour montrer à Google que eh bien, vous apportez un maximum d'informations à l'Internet. Ça va être les photos, comme disait Eric. Ça va être, est-ce qu'il y a les horaires d'ouverture, les numéros de téléphone, l'adresse? Est-ce que vous avez utilisé toutes les fonctionnalités qui sont présentes sur une fiche? Ça va être également les photos, les vidéos. Ça va être également, est-ce que vous postez régulièrement sur cette fiche? Et enfin, le troisième, le dernier point, et un des plus importants, c'est bien évidemment les avis clients. Euh, et souvent, en fait, plus vous avez d'avis, eh bien, mieux vous êtes référencé par Google. Donc là, ce que moi, je pourrais vous recommander, eh bien, c'est de demander les avis à vos clients, de leur faciliter la vie dans les deux sens du terme, soit avec des QR codes, en leur partageant des liens. Mais voilà les trois piliers, les essentiels pour que Google vous préfère à vos concurrents. Rappelez-vous d'une chose, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir une fiche parfaite. Le référencement naturel, ça reste toujours relatif à. C'est-à-dire que Google va vous comparer à vos confrères, à vos consoeurs, à vos concurrents, en disant eh bien, lequel a la fiche en lequel j'ai le plus confiance. Et ça vaut également pour le site web. Alors, donc, Alexandre, je passe du coup un petit peu sur les différents sujets là, pour lesquels on a reçu les questions. Euh, Ici, donc, on parle de SEO. On a pas mal de questions concernant le GEO. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui. À l'inverse du SEO, qui sert à optimiser pour les moteurs de recherche, le GEO optimise pour les IA, pour les recherches par les IA. Est-ce que ça se gère d'une manière différente? Euh, alors, principalement, non, mais oui, un petit peu quand même. Alors, sachez que le GEO, donc le Generative Engine Optimization, l'optimisation de votre référencement sur les moteurs de recherche, euh, ça reste un peu très récent, c'est un peu le Far West, il y a beaucoup d'hypothèses, de théories. Donc il y a quelques informations que l'on sait, mais le gros du référencement, en fait, c'est un peu la même chose que pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Le seul élément qui change beaucoup dans le GEO, c'est que YouTube, Wikipédia et Reddit. Alors, je vous mets ces plateformes, YouTube, Wikipédia et Reddit, ont énormément d'importance. Alors, ça, ce sont des données provenant de ChatGPT. Il y a eu des tests, et en fait, plus vous êtes mentionné sur ces plateformes, plus vous êtes mentionné par les IA. Donc, le GEO, c'est quoi? C'est lorsque vous voulez apparaître donc dans les résultats lorsqu'une IA répond à une question. Par exemple, si demain je suis intéressé euh, par Toulouse et j'aimerais avoir un gîte proche de Toulouse, eh bien, un prospect pourrait demander quel gîte proche de Toulouse et de la nature. Alors, je vais faire en rapide. Donc, il y a de vraies parts de marché à prendre parce que énormément de personnes maintenant délaissent et négligent un peu les moteurs de recherche traditionnels au profit des IA et des LLM. Donc là, vous voyez que l'IA va donner une réponse et vous comprenez rapidement que vous avez tout intérêt à être présent dans la réponse de l'IA. Maintenant, la question, c'est comment l'IA a décidé de ces résultats? Eh bien, principalement, c'est également via le référencement naturel des moteurs de recherche, mais pas que. Également, beaucoup cet aspect de backlinks et l'importance qui est accordée à certains sites, comme ceux que je vous ai mentionnés, YouTube, Wikipédia et Reddit. Et on va venir un peu plus tard sur le sujet des backlinks, des liens référents, qui sont également énormément valorisés par les IA. Alors, on peut en parler maintenant, d'ailleurs, si tu veux, Alexandre, parce que c'est vrai qu'il y a eu trois, quatre questions qui sont arrivées sur les backlinks de personnes qui ont bien conscience que ça favorise leur référencement, mais qui disent, bah, nous, on ne trouve pas de site gratuit où on peut mettre une annonce, où on peut avoir un lien vers notre propre site. Comment est-ce qu'on Ouais. trouve ces backlinks? Alors déjà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde le terme backlinks.
Mais je vais vous montrer un exemple de backlinks et on va ensuite aborder ce sujet des plateformes, comment obtenir ces backlinks. Donc, un backlinks, hop là, je vais prendre. Alors, je vais déjà vous montrer la définition. Un backlinks, c'est un lien fait par un autre nom de domaine vers votre nom de domaine. Donc, si demain, vous avez le Midi Libre qui partage votre chambre d'hôte et qu'il y a bien un lien dans l'article de blog, eh bien ça, c'est un backlink pour Google. C'est-à-dire que Google se dit, ah, un autre nom de domaine, midilibre.com, .fr, partage un nom de domaine, alexandre.com, qui est une chambre d'hôte. Donc ça, c'est un backlink. C'est plus vous avez de backlinks, plus Google peut vous faire confiance. Donc c'est ça un backlink, si vous voulez en avoir, et ça aide votre référencement naturel pour votre site. Comment obtenir des backlinks? Il y a deux méthodes. La première, celle qui va le plus vous intéresser, c'est la méthode gratuite, mais vous avez le moins de contrôle. C'est lorsque quelqu'un naturellement va parler de vous, un blogueur, un site de presse, et partager votre lien. Ça va être également lorsque vous allez vous mettre votre lien sur des plateformes. Alors, par exemple, ça va être quand vous mettez un lien sur Facebook, ça aide un peu, c'est une sorte de backlinks. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google n'est pas dupe, et plus c'est facile d'obtenir des backlinks, plus il y a de nombreux sites qui ont des backlinks provenant d'une plateforme, et bien plus Google se dit, la plateforme n'est pas forcément très rare ou très qualitative. Donc, la partie avoir beaucoup de backlinks, c'est une chose, mais en réalité, vous voulez surtout avoir des backlinks de qualité. Vous doutez bien que quand Google voit qu'il y a des milliers, des millions, des milliards de liens provenant de Facebook, eh bien Google attribue beaucoup moins de valeur à des backlinks provenant de Facebook. Alors que s'il voit qu'un backlink provient de BFM, du Midi Libre, de Occitanie Tourisme, eh bien, il se dit ça, c'est un site qui est plus rare, donc il y a plus de valeur. En plus, s'il est lié à la thématique, c'est encore mieux. Donc c'est en ça où la quantité c'est bien, mais la qualité c'est mieux. Donc je ne vous recommanderais pas de courir après les backlinks gratuits. Alors je vais vous partager des plateformes qui vous permettent de être présent sur des sites de presse, sur des sites qui ont de la valeur aux yeux de Google. Alors bien sûr, ça aura un coût. Alors ça peut très bien aller de plusieurs milliers d'euros à quelques dizaines d'euros pour avoir un backlink. Donc les plateformes connues, il y a Pepper.club. Je vous partage également les liens en même temps. Alors je vous en partage plusieurs, hein. Donc ça d'ailleurs, c'est une plateforme qui est en français. Là, elle est en anglais, mais elle est également en français. Donc Pepper.club. Il y a également Pepper, que je ne vous dise pas de bêtises, un netlinking, hop, netlinking.fr, là, je vous en partage quelques-unes. Donc tout ça, c'est pour aller demander à des sites d'écrire un article de blog à votre écart et de mettre un lien qui fera office de backlinks. Et j'en ai deux autres à vous partager, hop là, qui sont... Hop, parfait. J'en ai même plus à vous partager, je vais être exhaustif. Et à vous de faire votre shopping. Il y a Linkuma, qui est vraiment très bien. Alors là, c'est des liens anglais, mais vous verrez qu'ils ont tous plus ou moins des liens également français. Donc Linkuma, qui est un des meilleurs également. Vous avez hop là, rocketlinks.com. Rocketlinks.com. Et enfin, le dernier, vous avez iReferrer. Alors, ça fait beaucoup de plateformes à regarder. Alors, moi, si je devais vous recommander de jeter un coup d'œil sur certaines plateformes, ce serait d'abord Pepper Club et Linkuma Rocket Leaks, qui sont les plus faciles à utiliser, à comprendre.
Mais sinon, les meilleurs sont souvent Linkuma, eReferrer, qui sont vraiment très bien. Donc, il y a une des questions stratégiques aussi à se poser. Là, vous voyez qu'on peut arriver dans des budgets qui peuvent être accessibles ou très importants. La question stratégique, bah, c'est est-ce que vous voulez vraiment que ce soit votre site, que tout passe par votre site et faire pratiquement que de la vente directe ou un maximum de vente directe et investir beaucoup donc sur des campagnes de publicité Google ou sur des réseaux, sur des achats de liens avec des backlinks, etc. Ou est-ce que vous vous dites, bah, finalement, même en investissant beaucoup, de toute façon, les plateformes, elles ont tellement de puissance sur les moteurs de réservation que moi, j'arriverai jamais à un petit établissement à être visible. Donc, je vais essayer de trouver d'autres solutions et utiliser les OTA, notamment la visibilité des OTA pour ramener du trafic sur mon site. Voilà, il y a plusieurs choix. Ça, on peut pas répondre à votre place. C'est votre stratégie. Mais en fonction de la taille de votre établissement, de votre clientèle, du taux de fidélisation que vous avez, en fonction de votre budget, bien sûr, bah, voilà, les choix vont s'orienter plutôt vers investir un maximum avec les backlinks, entre autres, ou des campagnes hein, pour booster la visibilité de votre site, ou essayer de trouver d'autres solutions. Dans les autres solutions, il y avait une question intéressante qui était posée tout à l'heure dans le chat, c'était quels sont les éléments que je dois avoir sur mon site pour justement ne pas trop dépendre des OTA et vendre un maximum en direct. Alors, on peut aborder ce sujet un petit peu, mais pas trop dans le détail, parce qu'en fait, ça, c'est une question qu'on va développer dans le prochain webinaire, justement sur la commercialisation, où on va vous parler des choix des OTA, etc. Mais pour redonner quand même quelques éléments de réponse à cette question-là, votre site, il doit bien évidemment contenir des éléments plus interactifs pour le visiteur pour réserver que vos annonces sur les OTA. Un visiteur, il passe par en moyenne 5 sites avant de réserver. Donc 5 sites d'OTA différents et peut-être votre site à vous. Donc s'il ne trouve pas sur votre site les meilleurs tarifs, ou les meilleures conditions d'annulation ou de réservation, bah, forcément, il va être peut-être tenté de réserver là où il aura les meilleures conditions. Donc, ce sera sur Booking ou ailleurs. Donc, c'est impératif que les meilleures conditions soient sur votre site et que vous ayez aussi un moteur de réservation performant et puis que vous ayez un site en lui-même attractif. Il ne faut pas hésiter à mettre du budget sur la qualité des photos, quitte à vous payer un reportage photo pour avoir des photos ou des vidéos très attractives. Voilà les éléments, pour répondre à la question, les éléments importants à avoir sur son site si on veut être plus attractif que ces annonces sur les OTA. Pour autant, est-ce qu'il faut arrêter de mettre des annonces sur les OTA? Ça, c'est pareil, c'est votre choix. Mais on recommande de veiller à ce que le chiffre d'affaires via les OTA ne dépasse pas 40% grand maximum de votre chiffre d'affaires total, parce que ça engendre une dépendance qui peut être un petit peu dangereuse pour votre établissement. Voilà. Mais je ne vais pas plus dans le détail sur les questions commerciales parce que on les développera lors du prochain webinaire. On avait sur les questions reçues en amont beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Et j'en vois aussi quelques-unes d'ailleurs. Il y a Eric aussi qui pose la question là dans le fil de discussion sur le choix des réseaux, sur l'intérêt de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, je réponds rapidement à la question de Manon avant ça. Et après, nous apparaissons sur le site presse choisi via un article sponsorisé ou en bannière sur le côté. Alors, les liens référents, les backlinks, c'est toujours des articles. Alors, quelquefois, c'est juste des liens volants qu'on a jetés sur un site, mais non, vous voulez que ce soit des articles sponsorisés. Ce ne sont pas des bannières display qu'on voit sur les sites. Donc, pour les réseaux sociaux, alors sans aucun doute, Facebook. Facebook et Instagram, c'est-à-dire le groupe Meta, qui sont, et notamment Facebook, la plus grande base de données de France, tout simplement. Donc forcément, votre prospect va transiter à un moment ou à un autre par Facebook dans sa navigation, Facebook ou Instagram. Donc je recommande d'être sur ces deux plateformes, c'est le strict minimum. Ensuite, vous pourrez aller un peu plus loin en fonction de votre persona. Si vous vous rendez compte que vous avez une grande partie de votre chiffre d'affaires généré par les team building, par la clientèle pro, eh bien, ça pourrait être intéressant d'être sur LinkedIn, d'être un peu plus présent sur LinkedIn. Si vous vous rendez compte que votre audience est avant tout féminine, je dis n'importe quoi, entièrement de vie de jeune fille ou autre, eh bien là, Pinterest est un boulevard parce que c'est 80% d'utilisatrices Pinterest, qui l'utilisent à la fois comme un moteur de recherche et comme un réseau social. Donc pour voyage, ça peut être recettes, décoration, etc.
Donc, sans aucun doute, Facebook, Instagram, et c'est largement suffisant pour commencer. Sabine qui dit: moi, j'ai aucune réservation en direct par le site, mais non par Booking. Pourtant, nous sommes plus chers sur Booking. Et oui, en effet, vous vous rendez compte de la puissance de Booking et qu'il y a énormément de trafic et de confiance. Si vous n'avez pas de réservation via votre site, c'est que vous n'êtes pas bien référencé sur Google. Vous voulez être dans les premiers résultats Google pour que des personnes puissent vous voir, donc vous connaître tout simplement, et peut-être réserver avec vous. Donc, si le référencement naturel a ses limites, après, la seconde étape, ce sera d'avoir du référencement payant. Mais ça passe toujours par d'abord travailler sur un référencement naturel. Parce que si vous faites du référencement payant sans un petit peu travailler le référencement naturel, eh bien, vous payerez plus cher que nécessaire votre clic sur Google Ads. Et ça, c'est un sujet qu'on a abordé lors de la dernière conférence. Ok, on avait une petite question sur le référencement avec Google. Gens qui nous dit, mais j'ai constaté que les résultats étaient différents sur Google par rapport à Google Maps. Oui, Est-ce que du coup, c'est un référencement qui doit être différent pour les deux? Et qu'est-ce qu'apporte Google Maps en réalité? exactement. Alors, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais Google Maps et Google sont deux plateformes différentes. Je vais essayer de vous prendre un autre exemple. Voilà. Euh, sur Google, vous allez avoir des sites web et des fiches Google. Alors que sur Google Maps, vous n'avez que des fiches Google. Donc, qu'il y ait de la publicité ou non, vous allez forcément avoir en fait des résultats différents. C'est qu'il faut, si vous voulez être bien référencé sur Google Maps, il faut à tout prix avoir une fiche Google et bien travailler le référencement de la fiche. Alors que sur Google, là, ce sera plutôt le référencement du site web. Donc voilà un peu pourquoi il y a des différences dans ces deux plateformes. Ok. Je vois une question de Manon. Et après, nous apparaissons. Alors oui, on revient sur les sites que tu as cités pour avoir des contacts presse. Alors, ce qu'a cité Alexandre, oui, c'est des annuaires presse, hein, où ensuite il vous appartient d'aller acheter des publicités ou des annonces sur ces sites-là pour avoir des liens vers votre. Alors, donc, il y a la visibilité en elle-même sur le site, mais il y a aussi le lien. On n'a pas on fera certainement un atelier d'ailleurs là-dessus parce que pour l'instant, on n'a pas de comparatif sur les supports presse, lesquels sont les plus avantageux et où est-ce qu'il faut investir, où est-ce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Pour l'instant, on n'a pas ces éléments-là. Ensuite, une autre question, là je vois encore Manon, est-ce vraiment important d'avoir des iframes sur son site internet? Le fait que le client sorte du site pour effectuer sa réservation, peut-il le freiner? Est-ce que les iframes contribuent aussi à un meilleur SEO? Ouais, bah ça, je te laisse répondre, Alexandre. Là, on parle du moteur de réservation fourni par le Channel Manager, qu'on peut soit intégrer sur son site via un iframe, soit le laisser en externe via un lien. Très bonne question, Manon. Merci pour la question. Alors moi, j'ai en tête deux points. Premier point, ce serait la partie analyse des performances tracking. Et le second point, ce serait l'expérience de navigation de l'internaute. Alors, côté expérience de navigation, c'est vrai qu'il est souvent plus agréable d'avoir un minimum de clics. Donc pour l'internaute, ce sera mieux. Même si dans certains cas, ça peut rassurer l'internaute de passer par un intermédiaire de paiement en se disant, eh bien, c'est pas le site, c'est vraiment un prestataire de paiement. Donc à vous de jauger, là, ce sera à tester. Mais côté navigation, je dirais que moins il y a de clics, mieux c'est. Ensuite, côté tracking des performances. Donc demain, vous allez faire des communications en ligne, gratuites ou payantes, peu importe, et vous allez vouloir savoir, eh bien, qu'est-ce qui se déclenche, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que j'apprends, comment j'observe le comportement d'un internaute. Euh, Quelquefois, vous allez avoir du mal à traquer ce qui se passe sur un autre site. Donc un prestataire de réservation ou de paiement ne vous laissera pas la possibilité de traquer, eh bien, la personne s'est arrêtée après avoir ajouté ses informations de paiement, ses informations de facturation. Euh, donc ça peut arriver. Donc c'est en ça où j'aurais tendance à dire plutôt sur votre site. Mais le problème peut aussi arriver avec l'iframe. C'est que sur l'iframe, quelquefois, vous pouvez également ne pas savoir les personnes ont cliqué sur quoi, où est-ce qu'elles se sont arrêtées dans le processus de paiement. Donc, si je devais choisir entre les deux, entre un intermédiaire à un autre site et un iframe, j'aurais tendance à dire iframe parce que c'est plus agréable et plus rapide
pour l'internaute. Mais si on va dire que c'est plus simple de traquer les performances par un autre moyen, eh bien, j'irai vers ce moyen, parce que la capacité de traquer les performances, c'est à la fois pour vous de faire votre comptabilité, de savoir ce qui marche, de ce qui ne marche pas, mais aussi pour les algorithmes publicitaires, de pouvoir apprendre de leurs erreurs. Donc si c'est impossible de remonter les vraies performances, eh bien, vous ne pourrez jamais apprendre et améliorer vos campagnes. Alors, on a Eric qui nous demande quid des autres moteurs de recherche, Quant, etc. Est-ce que le SEO doit être adapté à chaque moteur ou est-ce que c'est la même chose? Alors, les bonnes pratiques sur Google se répètent souvent sur tous les autres moteurs de recherche. Donc, si vous faites le travail sur Google, eh bien, vous serez également généralement bien référencé sur Bing, Quant, Ecosia, etc. Google, aujourd'hui, en Europe, a 95% des parts de marché. Donc, c'est le gros de votre clientèle, même si Bing est très intéressant, quelquefois en B2B ou sur des personnes plus âgées. Mais généralement, quand vous faites le travail sur l'un, vous le faites sur l'autre. Sauf concernant la fiche d'établissement, où là, vous voulez vraiment travailler la fiche d'établissement sur chacune des plateformes. Mais les bonnes pratiques restent les mêmes. Sylvie, peut-on avoir un coach gratuit sur Google? Alors non, alors malheureusement, ça existait par le passé, mais Sylvie, vous arrivez trop tard. Les Google Ads numériques ne proposent plus de coaching gratuit. Est-ce qu'il existe encore la hotline de Google, par contre, quand on a un Non problème? plus, Non plus, non d'accord. plus. Ça a été la première victime de l'annulation de ces coachings gratuits. Les campagnes pub sur Google sont-elles efficaces et indispensables et à quelle cadence doit-on les lancer? Alors Yannick, indispensable, non, jamais. Mais énormément d'activités d'entreprise vivent de ces campagnes Google. C'est en fait, ça apporte un flux constant de clients. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient bien faites, il faut qu'elles soient rentables. Et à quelle cadence doit-on les lancer? Eh bien, des campagnes peuvent tourner tous les jours. Et tous les jours, ça apporte enfin, toutes les semaines, ça apporte des clients. Vous, dans votre cas et votre activité, on va dire saisonnière, ça peut être aussi sur toute l'année, mais je dirais avec des budgets qui suivent les tendances de recherche. Donc, ça va peut-être avant la haute saison, où là, vous allez un peu plus augmenter le budget. Donc, oui, ça peut être efficace. Ce n'est pas indispensable. Et il faut bien qu'elle soit gérée et créée. Ok. Comment peut-on rejoindre Google? Alors, ça, c'est une question hors Je sujet, voulais mais préciser, là, tout à l'heure, quand on demandait peut-on avoir un coach Google, je voulais préciser qu'Alexandre était un coach Google et qu'il est maintenant à son compte pour faire de l'accompagnement d'entreprise, notamment sur la visibilité en ligne et les campagnes de publicité sur Google. Donc, il est plus du tout Google, mais il a été pendant plusieurs années le spécialiste justement de Google. c'est ça. Alors ça, Gérard, il faut chercher les offres d'emploi de Google en ligne. Mais je ne pourrais pas plus vous renseigner que ça. Alors, Ah, je vois que les campagnes Google intéressent. Peut-être qu'il y avait d'autres questions pour pas oui, revenir sur la alors première. justement, voilà, là j'ai fait on a épuisé toutes les questions qui en avaient reçues Ok, en amont. ok, Donc super. on voudrait laisser maintenant un petit peu, on a encore quelques minutes, on voudrait laisser un peu de place à vos questions spontanées dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas, sur tout sujet qui concerne la visibilité web, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on essaiera quand même, tu redonneras ton contact Alexandre, on essaiera quand même de faire un suivi. Et puis surtout, avec le replay qui va être disponible là, sur la chaîne YouTube de Haddock, on mettra quelques ressources. Il y aura des liens vers les sites dont a parlé Alexandre et quelques ressources complémentaires. Donc, il y avait une question de Jean concernant le budget mensuel en publicité Google. Alors, il n'y a pas de minimum. Vous pouvez mettre 1 euro par jour, mais moi, ce que je recommande, c'est euh, 300 euros sur le mois, 10 euros par jour, pour bien commencer à tester. Partez toujours du principe que le premier mois, voire les 2 premiers mois, vous achetez surtout de l'apprentissage. Vous faites des A/B tests, l'algorithme apprend, s'habitue pour mieux s'orienter. Donc, le budget mensuel minimum, souvent, j'aime à dire 300 euros par mois. Maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est combien vous êtes prêt à payer pour gagner un client. Et une fois que vous avez cette donnée, eh bien là, c'est un peu plus simple d'élaborer un budget. On peut mettre des garde-fous pour seulement dépenser quand ça se rapproche de ça. L'autre point, c'est que sur Google Ads, vous ne payez que quand des personnes cliquent sur votre publicité. Donc, c'est également ça qui est intéressant. Sans faire la pub de Google Ads, bien sûr, mais c'est une bonne plateforme. Parmi les mots-clés, nous demande Eric, certains ont-ils plus de poids? Alors oui, bien évidemment. Alors ça dépend de ce que vous entendez par poids, Eric.
Mais vous allez vouloir cibler les mots-clés à la fois les plus populaires et les plus qualitatifs. Pourquoi pas seulement populaires? Parce que quelquefois, les mots-clés très populaires, l'audience n'est pas forcément très qualifiée ou très intéressée. Donc, vous voulez à la fois des mots-clés populaires et qualitatifs. Et c'est ces mots-clés prioritaires pour vous que vous allez vouloir répéter dans vos fiches et dans votre site. Donc, c'est vous qui donnez le poids de ces mots-clés en les répétant, en les utilisant. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Eric. En complément de cette question-là, d'ailleurs, l'utilisation d'une IA pour générer des mots-clés, est-ce recommandé ou pas? Alors oui, c'est recommandé dans le sens pour éviter d'avoir le syndrome de la page blanche et d'être inspiré, mais il faut quand même avoir un regard critique sur ce qui est proposé par l'IA, au vu de votre expérience, de votre activité, mais également de votre connaissance des bonnes pratiques en SEO. Mais c'est un super assistant pour gagner du temps. Comment bien rédiger ces balises ou les optimiser? Alors pour rappel, les balises, il y en a trois qui vous intéressent. Je vous les note dans le chat: balise title, balise description et balise H1. Et les balises, ce sont en fait les textes analysés en priorité par Google. Alors par exemple, hop, je vais prendre un exemple d'un hôtel. Hop, je partage mon écran. Donc, petite piqûre de rappel sur les balises SEO. Les balises SEO, ce sont les textes analysés en priorité par Google pour choisir de référencer votre site web. Là, on parle du site web, on ne parle pas de la fiche. Donc, la première balise, c'est la balise title. C'est la balise qui est juste ici. Donc, c'est-à-dire, c'est le texte qui est cliquable. Ensuite, c'est la balise description. C'est la description qui est juste en dessous. Et bien, dans ces deux balises, vous voulez à tout prix que les mots-clés de l'internaute apparaissent. Gîte Montauban. Là, je vais descendre parce qu'il y a des résultats publicitaires. Vous voyez que la Gîte de France, Montauban, gîte, Montauban, il doit y avoir un gîte quelque part. Vous voulez que les mots-clés importants pour vous apparaissent dans ces balises. Et vous avez autant de balises comme ça que vous avez de pages sur votre site. Donc, si vous voulez bien apparaître sur gîte Toulouse, proche de Toulouse ou gîte Montauban, eh bien, l'idée, c'est soit de réussir à tout mettre sur une seule page comme mot, soit d'avoir différentes pages pour différentes recherches. Donc, title, description. Et ensuite, si je clique dessus, eh bien, le H1, généralement, c'est le premier titre visible sur la page. Donc, il y a de fortes chances que le H1, ce soit ça ou peut-être ça. Alors moi, j'ai un outil pour le vérifier qui est gratuit, je le partage. C'est un outil via Google Chrome qui s'appelle SEO Meta in One Click, qui permet en fait de voir comment Google analyse les pages. Donc voilà les trois balises. Vous voulez à tout prix que les mots-clés prioritaires recherchés par vos clients soient présents dans ces textes, dans ces balises. Alors, il est midi, je vois Alexandre en approche. Bah, on est à l'heure de se quitter, mais on peut encore vous laisser quand même 3-4 minutes si vous avez d'autres Ouais. questions. Et j'en vois une de Eric. Alors là, je n'ai pas la réponse. Que faut-il penser du module de réservation de Wix? Ah bah, tu connais bien Wix, Alexandre. Ouais. Est-il adapté à notre activité de location? Est-il performant? Alors, je pense que c'est un bon outil qui est simple et facile d'utilisation. Je pense qu'il est adapté à votre activité. Maintenant, est-ce qu'il est performant? Ça, j'ai pas vraiment de point de comparaison. Donc, je pense qu'il est réfléchi pour être simple d'utilisation par l'utilisateur. Après, performance, ça serait difficile à dire. Donc, à tester si vous n'avez pas d'alternative pour l'instant. Mais je ne peux pas vous dire d'autres points sur ce module. Ok. Si vous cherchez une solution gratuite d'avoir un moteur de réservation sur votre site, il existe aussi Free2Book, c'est un channel manager, mais qui est gratuit en tout cas pour la partie PMS. Après, ils vendent en option des tas justement des liens locaux, des choses comme ça. Mais si votre sujet c'est seulement d'avoir un moteur de réservation sur votre site et rien de plus, via Free2Book, et il est très efficace et donc vous pouvez aussi avoir ça. Régine qui demandait si Google domine le search en France. Pour l'IA, c'est plutôt Mistral, Gemini, ChatGPT ou Claude. Euh, alors, le top 3 sur le marché actuellement, c'est Claude. En termes de popularité, c'est ChatGPT, Gemini et Claude. Claude qui est un des meilleurs à mon sens. Moi, j'utilise les trois. Après, dans l'utilisation quotidienne de vos consommateurs à l'avenir,
je pense que Gemini a un gros avantage, il se spécialise vraiment sur l'utilisation quotidienne. Claude est plus axé sur les pros. Donc je pense que, à voir, hein, ça évolue rapidement. Mais en termes de popularité d'utilisation, il est possible que ChatGPT et Gemini soient plus utilisés par vos consommateurs. Mais en termes de performance, vous, pour votre utilisation, création de campagne ou autre, de messages, d'analyse, moi j'aime beaucoup actuellement Claude, qui marche très bien. Alors, d'ailleurs, à propos de l'IA, alors on m'a pas posé la question là dans celle que j'ai reçue, mais à travers plusieurs échanges, je sais que c'est une question qui se pose de plus en plus sur l'intégration d'un chatbot dans son site web. Donc là, on va faire un tuto qui sera dédié à ce sujet-là. Mais peut-être, Alexandre, tu as déjà une idée, une recommandation. Est-ce qu'il faut mettre un chatbot ou pas? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est efficace? Et comment lequel choisir et comment le configurer. Sans aller trop loin, parce qu'on va faire un Oui, tuto sur ce sujet, mais déjà pour ouais, donner l'eau à la bouche, on va dire. oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que là, c'est le meilleur moment pour avoir en fait un assistant virtuel sur votre site. Donc, il y a plein d'outils qui existaient déjà, hein, de chatbots, qui n'étaient pas forcément de l'IA, c'était plutôt des automatisations. Mais on va arriver sur, je pense, un marché sur des sites web où chaque site web aura un chatbot branché à une IA. Donc, ça peut être branché à Gemini, à ChatGPT, à Claude. Et en fait, la seule chose qu'il faudra apporter à cette IA, c'est une documentation sur les questions populaires de votre activité, sur la réglementation de votre activité, sur la manière dont vous voulez que l'IA réponde. Et en fait, préparez dès maintenant ce document, ça peut être un PDF, et bien c'est ça que vous allez fournir à l'IA, qui sera branché donc à cet outil sur votre site et pourra répondre à toutes les questions. Ça peut même être par mail. Donc là, ça passera par des outils et je pense que ce sera de plus en plus simple. Donc j'ai envie de dire votre mission, votre responsabilité à ce jour, c'est en fait dès maintenant clarifier, mettre à plat, noir sur blanc, quelles sont les réponses aux questions populaires, quelle est la manière de communiquer que vous souhaitez avoir dans votre entreprise, euh, pour ensuite le fournir à votre assistant IA quand ce sera facile de le mettre en place. Voilà. Et puis aller faire un petit tour du côté de Elfsight, c'est un site qui propose des widgets et ils ont notamment, pour ceux qui veulent pas avoir quelque chose de trop compliqué, ils ont un chatbot qui est relativement facile à configurer. Il faut juste y passer du temps pour lui donner beaucoup de ressources. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas et il est midi 5. Alors, il est peut-être l'heure de passer à la conclusion. Alors déjà, merci à vous tous pour votre participation très active. Il y avait plein de questions. J'espère qu'on a pu répondre à presque toutes les questions. Et puis merci à toi, Alexandre. C'était très pointu et pertinent, comme d'habitude. Donc je vous rappelle que vous pouvez voir le replay. Je vous ai mis le lien, je le remets encore ici. Hop, voilà. Et c'est sur cette page d'ailleurs que vous pouvez aussi vous inscrire pour les prochains ateliers. Voilà, j'envoie le truc. Donc, on aura encore deux sujets dans le cadre de cette session de webinaire où on avait des questions qu'on recevait à l'avance. Il reste deux sujets, c'est les réseaux sociaux et la commercialisation, qu'on va traiter beaucoup plus en profondeur, notamment sur le choix des OTA et comment optimiser sa façon de travailler avec les OTA, à la fois pour être plus visible dessus, mais aussi pour pas être trop dépendant de ces OTA. Donc, je vous donne rendez-vous voilà, sur le site dont j'ai affiché le lien pour vous y inscrire. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous, à très Et, vite. Alexandre, si tu veux afficher ton lien, tu voulais afficher le lien LinkedIn, tu l'as mis dans le fil de discussion, Oui, je l'ai mis dans le tu peux le chat, donc remettre si n'hésitez tu veux, pas. voilà, pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé par Alexandre sur la visibilité web. Merci Frédéric, merci à tous. Bonne journée. À bientôt!